Coucou! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la mini-série que je dédie aux symptômes du trouble borderline. J'ai presque couvert tous les symptômes, il m'en reste plus que un et on aura fait le tour. Pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, il faut savoir que ça fait 10 ans que je fais des vidéos en ligne et ça fait aussi 10 ans que je vais en thérapie justement à cause de ma santé mentale bancale. J'ai fait plusieurs passages en hospitalisation psy et j'ai pris des médicaments, j'ai vu un tas de thérapeutes différents. Bref, mon but avec ces vidéos c'est d'essayer de partager déjà mon témoignage pour les personnes que ça aiderait en fait d'écouter l'expérience des autres et aussi le but est de vulgariser un maximum de connaissances que je peux acquérir au fur et à mesure des années de thérapie, aussi des lectures que je peux faire et des renseignements que je reçois de la part aussi de mes abonnés qui m'aident beaucoup à faire ce genre de vidéos puisque certaines d'entre elles sont carrément collaboratives. J'utilise des termes médico-psychiatriques sachant que je suis quand même critique de la question. Je fais aussi des vidéos du coup plus axées sociologie, critique politique, etc. Donc voilà, je te laisserai regarder un peu dans la description les différentes playlists qui existent. Si du coup tu veux voir du contenu plutôt critique de ces questions-là, de pourquoi ces diagnostics, qu'est-ce que la psychiatrie, quels sont les angles morts de tout ça, et je te laisse regarder peut-être cette vidéo ou encore celle-ci, sachant qu'il y en a encore bien d'autres sur ma chaîne qui parlent de cette thématique-là. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très difficile. Je pense que les personnes qui ont compris au vu du titre, vous savez que voilà, on va pas être dans la joie et la bonne humeur, mais c'est quand même hyper important d'aborder cette thématique-là, sachant que par exemple dans le pays où je vis, qui est la Suisse, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, avant les accidents de la route, avant les consommations, avant les maladies, etc. Et c'est une question, je pense, qu'il faut adresser. Alors j'ai déjà parlé de cette thématique-là aussi dans d'anciennes vidéos, puisque j'ai moi-même été confrontée à vivre avec des pensées très 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 difficiles de ce type-là pendant longtemps, et j'ai failli passer à l'acte. Déjà l'année dernière, je me suis refaite hospitaliser justement parce que j'ai répété un câble et que voilà, j'étais pas loin d'y passer. Et donc c'est quelque chose qui m'est très familier. Quand j'ai fait cette vidéo-là il y a quelques années, j'avais le nez en plein dedans, c'est-à-dire que j'ai produit une vidéo alors que j'étais moi-même dans un épisode suicidaire extrême à ce moment-là, qui durait depuis des semaines, voire même des mois, et au pic de la dépression la plus atroce que j'avais jamais vécue de ma vie. Donc voilà, j'ai un recul qui est différent aujourd'hui, vu que je vais réaborder cette thématique-là, mais avec un tout autre angle. Je pense que c'est quand même intéressant d'aller voir du coup ce que j'avais à dire à ce moment-là, sachant que cette vidéo est faite en deux parties, puisque la deuxième partie, je l'avais faite avec l'aide d'une amie / collègue qui faisait des vidéos à l'époque aussi, qui est psychiatre en fait, et qui m'avait aidé justement à prendre un peu des pincettes et à me donner d'autres outils et d'autres pistes de réflexion pour parler de ça. Donc voilà, pareil, ces vidéos, tu les trouveras dans la description. Du coup, la vidéo que tu vas voir aujourd'hui, elle est faite dans un contexte où ça va vraiment beaucoup mieux. Je suis archi stable, même si il y a moins d'un an, j'étais hospitalisée, mais parce que maintenant, je sais rebondir beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement, entre guillemets. En toutes ces années, forcément, j'ai vu des dizaines de thérapeutes différents, j'ai testé plusieurs traitements, j'ai testé aussi plusieurs approches thérapeutiques aussi. J'ai pas tout fait, évidemment, il y a vraiment des centaines et des centaines et des centaines de méthodes qui existent. Il y en a pas une qui soit efficace pour tout le monde. En fait, il faut tâtonner, il faut chercher. Et ça prend énormément de temps. Parfois on peut tomber aussi sur des professionnels de la santé qui ne sont pas du tout adaptés pour nous, voire pire, qui sont justement des personnes nocives en fait, et c'est pas toujours évident de se prémunir de ça, surtout quand on va mal. Donc voilà, je sais à quel point c'est difficile en fait, déjà de 1 de réaliser qu'on va mal et que c'est pas normal, de 2 de accepter qu'on a besoin d'aide et chercher cette aide, et de 3, une fois qu'on a trouvé cette aide, essayer d'être lucide sur le fait que est-ce que oui ou non c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et quand on va mal, c'est pas évident. Des fois on peut tomber sur des professionnels avec qui ça passe pas, et même avec qui ça peut être justement pire. Il y a quelques années, j'ai participé à une campagne pour l'association Stop Suicide en Suisse qui s'appelle Là pour toi. Donc regarde cette jolie affiche, n'est-ce pas, qui visait justement surtout à montrer aux jeunes qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils et elles n'étaient pas seuls, et qu'il fallait absolument se rendre compte que finalement ces thématiques-là, qui ont l'air très individuelles, finalement sont des faits sociaux. C'est pas un hasard si c'est la première cause de mortalité chez les jeunes en Suisse, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, des œuvres ont été écrites depuis l'Antiquité et même avant sur ce phénomène-là, donc quelque chose qui a l'air finalement de l'ordre du personnel, une maladie qui serait portée par un individu dans son coin qui a flanché à un moment donné, finalement ça peut être aussi lu comme un fait collectif. D'ailleurs à ce sujet, je te conseille d'aller voir le travail qu'a fait le sociologue antique, entre guillemets, non en vrai il est pas antique, mais bref, c'est pour dire que c'est un précurseur en gros de la sociologie occidentale, qui est donc Émile Durkheim, qui a théorisé énormément de choses autour du suicide comme fait social. Donc je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui là-dessus ici, mais en gros il a théorisé 4 types de suicides différents pour dire en gros que c'était produit en fait à grande échelle le fait que des gens finalement aient envie de mettre fin à leur jour. Parmi ces 4 types de suicides, il y a le suicide fataliste, le suicide altruiste, le suicide égoïste et le suicide anomique. Bref, si ça t'intéresse, je te mettrai 2-3 ressources dans la description. Mais pourquoi je te parle un peu de sociaux, c'est pour dire que finalement, même si on va parler de souffrance qui a l'air personnelle, en fait elle
est partagée par énormément d'autres personnes. Et c'est un premier point à comprendre qui est crucial. Une des choses, la plupart du temps, que va faire une personne qui va pas bien et qui a des pensées suicidaires, c'est s'isoler et penser qu'elle est la seule à se sentir comme ça, qu'elle est la seule à pouvoir comprendre sa situation, qu'elle est aussi la seule à pouvoir l'arrêter. Et donc, cette campagne qui s'appelle Là pour toi visait à dire, en fait, non, t'es pas tout seul. il y a moyen que nous-mêmes, on comprenne, en fait, ce que t'as dans la tête, parce que potentiellement, on a vécu la même chose, ou on a des proches qui ont vécu la même chose. Et en fait, finalement, c'est pas si rare que ça, en fait, que des personnes aient envie d'arrêter l'existence, tout simplement. Sauf qu'attention, en réalité, derrière les pensées suicidaires, on pense qu'on a envie de mourir, on pense qu'on a envie d'arrêter la vie, alors qu'en réalité, c'est pas l'existence qu'on veut faire cesser, c'est la douleur que nous fait ressentir le fait d'être en vie. On n'a pas envie de mourir à proprement parler, on a envie d'arrêter de souffrir. Sauf que quand on est dans un tel état de détresse psychologique, on pense qu'arrêter de souffrir, ça veut dire forcément mourir, parce que les autres options possibles d'existence dans le vivant ne nous paraissent pas accessibles. Donc déjà, il est hyper important de comprendre qu'une personne qui a des pensées à ce point difficiles et à ce point mortifères a besoin déjà de comprendre qu'elle n'est pas seule. Ce n'est pas quelque chose qui est si spécifique à sa situation, c'est quelque chose qui est partagé par d'autres. Je me répète beaucoup, mais c'est hyper important à comprendre parce que ça permet de sortir de l'isolement, déjà pour commencer. J'ai expérimenté moi-même les bienfaits de sortir de cet isolement, notamment quand j'ai fait ma vidéo il y a quelques années et que j'ai vu le nombre de commentaires de personnes qui vivaient exactement la même chose ou qui avaient été plus loin que moi dans le passage à l'acte, qui s'étaient senties, entre guillemets, un peu soulagées par le fait d'avoir entendu mon témoignage. Donc vraiment, c'est hyper important déjà de ne pas laisser les personnes en détresse seules. Et surtout d'en faire une question sociale, une question politique, parce que c'est pas parce qu'on cherche à se soigner d'un point de vue individuel en allant à des thérapies, en lisant des livres, je sais pas, sur la spiritualité, le développement personnel, la psychologie, que ça nous empêche de militer aussi pour une société plus juste. En fait, je veux dire, au bout d'un moment, vu le monde dans lequel on est et l'accès à l'information que l'on a, c'est normal au bout d'un moment de broyer du noir et de se dire mais en fait, ce monde n'a aucun sens, tout est absurde, j'ai pas envie de participer à cette mascarade collective qu'est le néolibéralisme et le capitalisme mondial, et en fait de voir comment tout se pète la gueule, ça donne envie justement de pas participer à tout ça. Qu'est-ce que ça permet, le fait de se dire je ne suis pas seule? Ça permet de justement créer des solutions collectives. Donc il y en a plusieurs, j'en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Et une des choses, en tout cas pour moi, qui fonctionne dans le but de retrouver espoir en l'existence, espoir en la vie, de redonner du sens en fait à ce qui se passait autour de moi au moment où j'allais le plus mal, et ben c'était typiquement la lutte sociale, typiquement aller manifester pour des causes qui me touchaient, pour des thématiques qui me tenaient à cœur, de justement donner mon temps et mon énergie de vie à des situations et des personnes en fait qui en avaient besoin et pour qui j'avais envie d'œuvrer en fait. Ça me fait penser à un mème que j'ai vu sur Instagram qui disait là ça commence à être difficile de me contenter de mon psy pour faire face au fascisme qui monte partout dans le monde, et justement moi ça m'a fait rire parce que oui effectivement ton psy va pas résoudre le problème de l'extrême droite qui pullule absolument partout et depuis maintenant très très longtemps, hein, ça fait des décennies que des gens nous préviennent que c'est un peu la catastrophe, et là on est en train d'en voir les conséquences. Donc effectivement c'est pas ton thérapeute qui va te permettre de balayer d'un revers de la main toutes ces problématiques. C'est pourquoi je tiens à rappeler toute l'importance des autres enjeux. Effectivement quand on va pas bien, quand on est au fond du trou et qu'on a des pensées suicidaires, on n'a peut-être pas l'énergie, ni le temps, ni l'envie d'aller sortir en manif et crier avec des petits drapeaux et des petites pancartes, ou faire plus, n'est-ce pas? Mais voilà, tout ça pour dire qu'il est bon de se rappeler que même si c'est très difficile à faire dans un moment pareil, quand on est en plein dedans, faut tout faire pour se rappeler que le monde autour de nous continue de tourner d'une certaine manière et que il faut qu'on change de regard sur les choses qui focalisent notre attention. C'est-à-dire quand on est dans des pensées suicidaires, on a tendance à toujours ruminer sur les mêmes événements, les mêmes souvenirs, les mêmes détails du quotidien. On tourne en boucle comme un disque rayé sur les mêmes problèmes, etc. Et moi, personnellement, c'est vrai que ça me soulageait pas mal de voir que au moment où moi j'étais au fond du trou, il y avait quand même des gens qui continuaient de se battre, qui continuaient d'y croire, qui continuaient de se rassembler, de créer des changements, de faire des trucs. Et bon, moi je suis sensible à ça, je ne sais pas si c'est ton cas, a priori si tu regardes ma chaîne, oui. Mais voilà, petit rappel sur le fait que c'est hyper important de penser aussi collectivité, changement, lutte, etc. Reprenons ce que je disais donc tout à l'heure. Avoir des pensées suicidaires, paradoxalement, attention, attends avant de t'exciter, ok? Paradoxalement, c'est un genre de réflexe de survie. Je m'explique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'on a envie d'arrêter de vivre, c'est qu'on a besoin que notre souffrance s'arrête. Donc l'idée de se suicider, c'est une manière de se dire « je peux avoir
une action, je peux avoir une forme de contrôle sur ma souffrance. Et ça s'appelle rechercher de l'agentivité. L'agentivité en sociologie, c'est ta capacité d'agir, c'est ta marge de manœuvre. Petit point aparté pour les personnes qui ne sont pas familières de ces concepts-là, c'est l'inverse du déterminisme. Le déterminisme, c'est quand tu vas être contraint par des éléments extérieurs à te comporter et à vivre des événements que tu n'as pas décidé de vivre. Par exemple, si tu grandis dans une secte, ta marge de manœuvre, elle est très 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 réduite et tu es déterminé par les principes sectaires de ton groupe. Et donc, là où toi tu peux agir, il n'y a pas vraiment d'espace où tu peux vraiment t'exprimer, prendre des décisions par toi-même, sortir des préceptes de ton groupe sectaire, etc. Et donc là, ton agentivité, elle est minime et le déterminisme, il est immense. À l'inverse, une personne qui a une grande marge de manœuvre et qui a une grosse capacité d'action, elle peut être déterminée plus ou moins par des éléments extérieurs, mais elle va pouvoir, elle, contrer ces déterminismes en ayant une volonté personnelle d'aller contre ces déterminismes-là. Je m'explique, tu grandis par exemple dans une famille bourgeoise très oppressante sur le fait par exemple de s'habiller correctement et de ne pas se faire de tatouage, mais tu as toutes les ressources qu'il faut pour te payer les sapes que tu veux, les tatous que tu veux, et tu dépends pas financièrement d'eux, et donc tu décides de ne pas écouter les critères et les déterminismes de ta famille, et tu vas te dire, moi je m'en fous, je m'habille comme je veux, pas comme des bourgeois, et je me tatoue si je veux, et en fait vous allez rien faire parce que j'ai une capacité de manœuvre. Pardon, j'ai une marge de manœuvre et j'ai une capacité d'agir. Et en fait, plus on a des ressources personnelles, plus on a de l'agentivité. Par exemple, si on a de l'argent et qu'on n'est pas dépendant d'un mari violent, on a une forme d'agentivité. Par contre, si c'est notre mari qui prend notre salaire, il nous enlève une partie d'agentivité. Je pense que ça c'est important à prendre en compte, puisque dans la question du suicide, souvent on va tellement mal que justement on a l'impression que toute notre existence, du début à la fin, chaque seconde de notre journée, de notre vivant en fait, est déterminée par la douleur, est déterminée par les traumatismes, est déterminée par les événements qui nous ont menés jusqu'à cet état-là. Et donc, penser suicide, c'est une manière de vouloir grappiller un peu d'agentivité et de se dire il y a un endroit où je peux quand même encore agir, moi, avec ma propre volonté. Et cet endroit-là, c'est malheureusement l'idée de mettre fin à ces jours. Pour te donner un exemple, quand j'étais au plus mal du mal, avant de faire cette vidéo sur le fait d'avoir des pensées suicidaires, j'avais fait un voyage en Colombie qui était extrêmement difficile. C'était juste après un des pires événements de ma vie dont j'ai déjà parlé en ligne, et j'étais dans un cadre où vraiment, tous les jours, toutes les heures, toutes les 15 minutes, tout le temps en fait, la pensée d'il faut que je meure m'habitait. Et ça m'obsédait. J'étais tout le temps en train de me dire, je ne vais pas survivre un jour de plus. Je ne vais pas survivre un jour de plus. Je ne vais pas y arriver. C'est pas possible, c'est pas possible. Et ce qui m'a fait tenir bon, et je le dis vraiment en me souvenant de ça, mais d'une manière tellement limpide, tellement précise, c'était, attention, trigger warning, mais bon, trigger warning pour toute la vidéo, c'était le fait que j'avais accès à une certaine dose de médicaments qui, je le savais, était létale si je prenais toute la boîte d'un coup. En d'autres termes, je gardais avec moi un moyen de passer à l'acte, constamment. Et l'idée d'avoir ce truc avec moi tout le temps, c'est ce qui, paradoxalement, me faisait ne pas passer à l'acte. Attention, c'est très bizarre ce que je dis là, donc ne déforme pas mes propos, écoute bien ce que je dis. Je ne dis pas que du coup c'est une bonne chose d'avoir accès à des outils pour passer à l'acte, parce que de toute façon, même si on t'enlève tous les moyens du monde de le faire, c'est possible que tu trouves quand même un moyen de le faire. Évidemment, avoir accès à des moyens, ça peut augmenter le risque que ça arrive. Effectivement, ça, y a aucun doute là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une majorité d'hommes qui réussissent à passer à l'acte, parce qu'ils ont plus facilement accès à des armes, etc., que des femmes. Donc, le fait d'avoir accès à ces moyens ou non influence effectivement le potentiel de passage à l'acte, mais dans mon cas, et visiblement, d'après ce que j'ai compris, entendu et étudié, ça peut être aussi un moyen temporaire de se dire, aujourd'hui, je vais résister, parce qu'au pire du pire du pire, si vraiment je peux plus, au pire j'ai cette solution. Et moi, perso, ça m'a fait tenir. Je sais que c'est bizarre, je sais que ça peut vite devenir pente glissante de dire ça comme ça, mais pour être honnête, je suis loin d'être la seule à vivre ça comme ça. J'en ai parlé à énormément d'autres personnes, et on est beaucoup à justement avoir eu besoin, comme un peu d'être rassuré sur le fait qu'à tout moment, on peut appuyer sur le bouton porte de sortie et qu'on a quelque chose qui est ce bouton de porte de sortie. Pour te donner un autre exemple, il n'est pas rare d'entendre que dans le cas par exemple des violences sexuelles, certaines victimes, pendant qu'elles vivent le traumatisme sexuel, ont des pensées de suicide qui vont arriver à leur cerveau comme moyen de survivre à l'agression. Parce qu'en fait, pendant que tu es en train d'être agressé, tu es en danger de mort, ton cerveau il pense que tu vas y passer, c'est la fin du monde, etc. Et c'est horrible à traverser. Et le fait de se dire pendant l'agression,
au pire du pire, si je ne supporte pas ce qui se passe, je peux passer à l'acte, eh ben, pour certaines personnes, c'est ce qui leur a permis de supporter l'agression, de ne pas mourir à ce moment-là, et de justement faire en sorte d'avoir une petite marge de manœuvre pour pouvoir potentiellement trouver de l'aide et rebondir après ces atrocités. Donc oui, c'est très paradoxal, mais effectivement, avoir cette pensée, finalement, c'est une manière de chercher à trouver une solution. C'est une mauvaise solution. Je ne dis pas qu'il faut du coup envisager de partir parce que c'est ça qui va nous permettre de supporter notre vie difficile. Non, je dis juste que dans les faits, c'est ça qui se passe pour beaucoup de personnes. Et donc pourquoi je le dis, et ça me paraît important, c'est pour que les personnes déjà qui ne sont pas concernées par ces pensées-là comprennent qu'on ne cherche pas à faire nos victimes, on ne cherche pas à culpabiliser nos proches, on ne cherche pas à faire du drame autour de choses qui ne sont pas perçues comme des drames auprès des autres. En fait, on cherche juste à se sauver, littéralement. On cherche de l'aide en fait, quand on pense à ces choses-là. Et pour les personnes qui connaissent ce sentiment, qui l'ont vécu, que vous vous rendiez compte que finalement, même en ayant ce genre de pensée, il y a une partie de vous qui veut trouver une solution. Et là, ce que moi j'essaye de dire, ce que les personnes briefées en santé mentale essayent de vous dire, ce que les campagnes Stop Suicide essayent de vous dire, c'est qu'il y a d'autres options que celles que vous avez pensé être justes. Ce qui est difficile à envisager quand on est dans cet état-là, c'est que souvent c'est tellement progressif et ça va tellement loin de façon sournoise qu'on oublie qu'en fait il y a eu des centaines, voire des milliers d'étapes avant d'en arriver là. En fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain. On s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, pourquoi je mettrais pas fin à mes jours? En fait, non. C'est un processus qui a sûrement pris de nombreuses, peut-être années, peut-être plusieurs mois. Peut-être que pour certaines personnes, ça arrive au bout de quelques semaines. C'est possible, après un événement très traumatisant, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'étapes entre « je vais plutôt bien et j'aime ma vie » et « j'ai envie de mettre fin à mes jours là aujourd'hui ». C'est comme en fait quand on utilise des substances qui altèrent notre comportement. Des fois, on s'habitue tellement vite à ce nouvel état où on est défoncé, alcoolisé ou peu importe, qu'on oublie ce que ça fait d'être sobre. Bah là, c'est pareil en fait. Quand on a ce type de pensée, on oublie que... En fait, c'est pas juste tout blanc, tout noir, c'est pas juste j'ai ces pensées ou je les ai pas, c'est... En fait, il y a des moments où je pourrais aller un peu mieux. Il y a peut-être un peu moins de douleur que je pourrais ressentir, mais c'est tellement progressif, c'est tellement petit qu'on pense que ça n'existe pas. Alors que si, en fait, c'est un long chemin. Moi, j'aime bien l'image d'une tour, ou plutôt d'un parking, pour le coup, puisque c'est plutôt dark comme sujet. Mais... imaginons que c'est comme si aller bien, c'était être au rez-de-chaussée, et puis les pensées suicidaires, c'est être au moins 1000 dans les étages d'un parking. Ben, en fait, t'es passé par l'étage moins 1, moins 2, moins 10, moins 100, moins 500, jusqu'à arriver au moins 1000. Et quand t'es au moins 1000, en fait, il y a moyen de remonter au rez-de-chaussée. Sauf qu'il faut passer par moins 999, moins 998, moins 997, moins 900, moins 900, moins 500, moins 100, moins 50, moins 10, moins 1, jusqu'à ce que tu retournes au rez-de-chaussée. Et pour ça, en fait, il faut se faire accompagner. Et je dis pas forcément spécialement par des thérapies traditionnelles, etc. À se faire accompagner, c'est aussi se faire accompagner par des pères aidants, pas des pères papas, des pères, les pères, quoi, les collègues, quoi, les personnes qui vivent la même chose. Se faire accompagner par une collectivité, une association, un groupe de parole, bref, c'est multiple. Mais justement, se faire accompagner, c'est ça l'idée de base. Et surtout pas rester isolé à l'étage moins 1000. Parce que c'est ça qui fait qu'après, tu crois que t'es le seul pélo à être là-dessous, en bas, à voir ce que tu vois et à te dire, mais en fait, c'est foutu, je peux plus jamais sortir d'ici. Non, en fait, au moins 1000, il y a plein d'autres gens qui se disent la même chose et juste, en fait, on se voit pas entre nous. Et comme tout réflexe traumatique, ce qui est très difficile à faire, c'est de se rendre compte que quand on a développé ces réflexes-là, ici, le réflexe de se dire il faut que je passe à l'acte, eh ben, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, ça nous a peut-être ponctuellement sauvés, un comportement traumatique, et que, en fait, il perdure dans notre comportement alors qu'en fait, on n'est plus dans la situation qui l'a généré. Je m'explique. Peut-être que quand tu étais petite ou petit, t'avais un parent violent qui te donnait envie de mourir. C'est mon cas. Et peut-être que tu ne vis plus avec ce parent. Et qu'en fait, t'es resté pendant longtemps alors que tu ne vivais plus avec ce parent avec l'idée qu'il fallait quand même que tu meures. Ce réflexe traumatique, il a été généré à un moment donné, et après, une fois que t'étais plus avec le danger quotidiennement sous ton nez, bah bizarrement, il a continué de persister. Ça, c'est parce qu'en fait, ça s'inscrit dans un code, entre guillemets, comportemental, psychique, etc., des mécanismes, parce qu'on fonctionne beaucoup par habitude, par réflexe, etc., juste parce qu'en fait, nos traumas nous font croire qu'on est encore dans la situation de danger imminent. Et donc, il utilise les mêmes solutions, les mêmes outils, les mêmes réflexes, puisque ça a déjà marché une première fois. Sauf qu'en fait, quand tu continues d'avoir ce genre de réflexe-là dans une situation qui n'est plus
un danger imminent pour ta survie, bah ça te fait juste du mal en fait d'avoir ces comportements-là. J'ai une image qui me vient à l'esprit comme ça, je sais pas du tout si elle va être parlante, mais imaginons que par exemple un jour tu te retrouves dans un endroit où il y a un incendie et puis faut surtout pas que tu respires la fumée quoi, du feu. Et donc tu dois retenir ta respiration pour surtout ne pas inhaler la suie, etc. Donc là ça te sauve la vie de rester en apnée. Ça te sauve la vie d'arrêter de respirer. Sauf que bah, une fois que t'es plus dans l'endroit où il y a des vapeurs, où il y a de la fumée, etc., bah, tu peux reprendre ton souffle. Sauf qu'en fait, le principe du traumatisme, c'est de continuer d'être en apnée dans un endroit où tu peux respirer pleinement ton oxygène. Alors oui, des fois, il y a des personnes, malheureusement, qui sont encore dans la maison incendiée et qui continuent de vivre justement ces épisodes de danger imminent. Et si c'est le cas, il faut absolument chercher à se faire aider. Aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, il y a moyen, plus qu'avant, je pense, de chercher plusieurs alternatives pour essayer de justement sortir de sa situation. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est une question de volonté ou quoi que ce soit, mais rien à voir, loin de là. Je dis juste qu'en fait, c'est là, il y a des personnes qui sont là, prêtes en fait à te réceptionner si tu lances une bouteille à la mer. Et les réseaux, pour moi, ça a été révolutionnaire de ce point de vue-là. Je sais que notamment avec ma chaîne, il y a plein de personnes qui m'ont fait ce genre de retour. Et inversement, moi, en regardant le contenu d'autres personnes, je me suis sauvé la vie plus d'une fois, je pense. Donc vraiment, gardez en tête que finalement, même si c'est très douloureux, même si c'est paradoxal, quand on a ce genre de pensée, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'en sortir. Je sais que là, tout de suite, si tu es dans cette situation, ma vidéo va pas spécialement changer grand-chose. C'est même possible que tu te dises, mais elle raconte n'importe quoi, celle-là, elle sait pas de quoi elle parle et tout. Moi, il y a un truc qui m'a aussi énormément aidée, c'est d'écouter les survivants et les survivantes. Je me rappellerai toute ma vie d'une conversation que j'ai eue avec une femme de 40 ans qui souffrait justement du trouble borderline et je sais pas comment elle a compris. Je sais pas à quoi elle a vu que moi aussi j'en souffrais parce que on s'était rencontrés dans un cours de chant, on n'a pas du tout parlé de ça et en fait elle m'avait ramenée en voiture chez moi et je lui ai pas du tout parlé de ma vie. Je crois qu'elle a juste senti une détresse émotionnelle en moi et en fait c'est une des conversations les plus enrichissantes et les plus percutantes que j'ai eues de ma vie avec une parfaite inconnue. Et c'était une femme qui m'a juste dit je sais ce que t'as dans la tête, est-ce que je me trompe? Je lui ai dit que non, elle se trompait pas, je me suis mise à pleurer dans sa voiture et tout machin. Et en fait le fait qu'elle m'explique que à son âge, elle avait survécu alors qu'elle avait perdu mari, enfant, etc. Enfin bref, il y a tellement de choses. Elle avait été diagnostiquée aussi border quand elle était plus jeune, machin. Elle avait compris, en fait, elle avait traversé les mêmes étapes que moi. Ça m'a donné tellement espoir. C'est comme si quelqu'un était passé par un sentier et je savais même pas que ce sentier, on pouvait l'emprunter. C'est pour ça que même si je sais que là, tout de suite, tu te dis, vas-y, elle raconte n'importe quoi. Ces sentiers, c'est pas les mêmes que les miens. Elle a pas les mêmes ressources que moi. Elle a pas le même vécu que moi. Elle a pas les mêmes problèmes que moi. Je suis pas en train de te dire que c'est le cas. Je suis en train de te dire qu'il y a personne, des gens qui ont vécu très exactement chaque étape de ce que tu es en train de vivre, qui a peut-être trouvé une solution et qu'il faut que tu trouves ces personnes-là, que tu puisses échanger avec ces personnes-là pour voir si ces solutions peuvent être applicables à ta situation. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir ces discussions-là. Et si tu n'as pas ces discussions-là, tu peux pas le savoir et ça va rentrer dans le cycle éternel de du coup la solution c'est que je passe à l'acte. Or, ce n'est pas la solution, j'insiste. Dans le cadre du trouble borderline, le problème c'est qu'on nage souvent ces pensées de façon très impulsive et beaucoup plus soudaine. Des fois, on va bien, on est dans un état plus ou moins harmonieux et puis boum, on a un trigger, on a un PTSD qui va s'activer et la pensée du suicide peut se réactiver assez facilement, contrairement à d'autres personnes qui en fait avant d'arriver au stade de la pensée suicidaire passent par un long processus de dépression qui s'installe au fur et à mesure du temps et ça c'est dû tout simplement au fait que quand t'as le trouble t'es tellement habitué à avoir fréquemment ce genre de pensée qu'en fait ça devient justement comme je l'ai dit tout à l'heure un réflexe et c'est très difficile de s'en défaire. Sauf qu'en fait quand on va mieux, quand on est un peu stabilisé, quand on a trouvé justement un peu d'apaisement, on peut commencer à avoir ces pensées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées. En fait, finalement, c'est juste des informations de ton cerveau qui arrivent à toi pour te dire ça c'est une option, ça c'est une option, ça c'est une option. Et au bout d'un moment, toi tu peux juste dire cette option, moi j'en veux pas en fait. Je sais que c'est pas la bonne. Je sais que c'est pas ça qui va vraiment arrêter ce que je pense devoir arrêter parce que en réalité ça solutionnera rien. Quelle potentielle solution s'offre à nous? Alors ce ne sont pas des solutions magiques, il va sûrement falloir beaucoup de temps, beaucoup de patience et tester plusieurs choses avant de vraiment commencer à ressentir un apaisement. Je te rappelle que là t'es au moins 1000 et le temps d'arriver au rez-de-chaussée il va se passer un long périple, mais tu n'es pas obligé de le faire seul. C'est pour ça que d'ailleurs si tu as des solutions à proposer, entre guillemets solutions, on s'entend, hein, ça va pas résoudre tout le problème, mais en tout cas des pistes de réflexion, n'hésite pas à les partager dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Mais du coup, voilà, forcément chercher de l'aide, que ce soit en ligne, par des groupes de parole, la paire aidance, l'aide sociale. Parfois l'aide, en fait, tu peux commencer à la recevoir d'un point de vue purement matériel aussi, pour t'enlever une charge du dos. Ça peut paraître
exemple passer par le fait de faire une cagnotte, de se faire héberger chez une personne proche, etc. Sortir de son environnement qui nous rend malade. Ensuite, j'ai mis reformation du lien social, que ce soit en ligne ou en vrai, pour ne pas s'isoler. Même si c'est dur, même si ça paraît être vraiment la chose la plus insurmontable au monde, essayez de trouver des interactions, même les plus futiles du quotidien, avec la boulangère, au supermarché, et si tu vas pas au supermarché, même avec la personne qui te livre ton courrier, n'importe quoi, mais de te rappeler qu'en fait tu es autre chose que ces pensées qui ruminent en boucle dans ta tête, de meubler en fait ton espace mental avec autre chose. Et l'interaction avec d'autres êtres humains, ça permet des fois de changer de perspective, même si anxiété sociale, même si phobie des inconnus, même si difficulté à s'exprimer, etc. Ça peut être hyper important de se rendre compte qu'on fait partie d'un tissu, d'une collectivité d'êtres humains et qu'on n'est pas là une petite pièce détachée perdue en fait dans la déchetterie en fait. Non, tu fais toujours partie de la machine et tu as toujours ta place dans cette machine. Ensuite, j'ai mis réactiver les sensations corporelles. Je te laisse regarder les vlogs que j'ai fait à l'époque où j'étais en dépression justement, où je parlais des différentes choses qui m'aidaient à me rendre compte que justement je n'étais pas juste une boule de pensée sombre, mais que en fait j'avais un corps qui voulait vivre, qui voulait bouger, qui même s'il était endolori, malade, meurtri, fatigué, défoncé, tout ce que tu veux, et bien qu'en fait je pouvais ressentir physiologiquement d'autres sensations que la douleur mentale en fait, mais je devais créer ces situations-là. Donc je me forçais à danser avec de la musique pendant 10 minutes, je faisais du dessin, je faisais des étirements, des trucs comme ça, je me forçais à chanter, juste pour me rendre compte que j'existe encore en fait, je suis toujours vivante et comment je peux mobiliser ce corps. J'ai aussi rajouté trouver un moyen d'expression émotionnelle. On a besoin d'exprimer ces sentiments-là. Et si on n'arrive pas à passer par le verbal, bah, ça peut être justement une activité créatrice, que ce soit la peinture, du dessin, on n'a pas besoin de bien le faire. Pareil, moi j'ai un compte qui s'appelait avant Dessin pour moi, dont le but était de dessiner juste ce qu'on ressentait, là je te mets quelques extraits si tu veux, sans que ça ait un but esthétique, sans que personne vienne dire oh, c'est beau, c'est pas beau, c'est bien fait, c'est pas bien fait, la technique, le machin. Moi on s'en balèque en fait, genre moi je voulais juste sortir et illustrer mon mal-être. Donc moi ça passait par le dessin, mais ça peut être le chant, ça peut être de la peinture, ça peut être du crochet, n'importe quoi qui te permette de mettre en matière ce que tu ressens. Des personnes peut-être ça va être la danse, c'est pas forcément matériel, mais c'est quand même une forme de mettre en vie tes sentiments, paradoxalement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, écouter des survivants, écouter des personnes, des parcours, des chemins de vie qui potentiellement se rapprochent d'une autre et qui nous montrent en fait que c'est possible de passer par une autre option. Donc si c'est ton cas et si tu te sens concerné par ces thématiques-là, je mettrai aussi dans la description des lignes téléphoniques, des ressources justement pour essayer de sortir en fait de ce cercle vicieux. Vraiment, n'hésite pas à ratisser la barre de description si tu veux essayer d'avoir accès à d'autres choses que ce que te fait penser ton propre cerveau. Lis les commentaires de cette vidéo, lis les commentaires qu'il y a sur les autres vidéos que j'ai pu faire, tu vas voir qu'on est vraiment beaucoup, je pense qu'on est littéralement des milliers à s'être entraidés sous ces playlists-là, donc franchement ça fait longtemps que je parle de ces thématiques-là, ça fait longtemps que j'ai une communauté qui se mobilise autour de ces questions-là, j'ai des gens sur Instagram qui ont lancé leurs propres projets, qui ont fait leurs livres, leurs BD, leur propre, je sais pas, leur propre application, leur propre, j'arrive plus à parler, leur propre plateforme. Donc vraiment, il y a tellement de choses qui se font. Alors ne reste pas tout seul perdu au milieu de cette déchetterie mentale et rends-toi compte qu'en fait, tu ne fais pas partie de ça. En fait, c'est juste un état à un moment donné provoqué pour des raisons qui probablement ne sont plus valables là tout de suite aujourd'hui et que tu peux avoir accès justement à un peu plus d'oxygène en fait pour progressivement passer de l'étage -1000 gentiment jusqu'au rez-de-chaussée. J'insiste, je ne suis moi-même pas habilitée à accompagner qui que ce soit dans ces questions-là, je ne peux parler qu'en mon nom et partager mon expérience et proposer des pistes de solutions, mais à titre personnel, je ne peux pas répondre à des requêtes du style j'ai besoin de te parler, est-ce que tu peux me donner une solution pour ça, est-ce que tu peux me dire quoi faire dans cette situation. Je ne peux pas prendre cette responsabilité, c'est trop délicat pour moi, donc je serais reconnaissante que tu comprennes que voilà, je ne suis pas thérapeute et je ne peux pas te venir en aide et ce serait une mauvaise idée parce qu'il y a un truc de posture qui est pas très claire d'un point de vue éthique non plus. Bref, tout ça pour dire que c'est juste un principe de précaution de base, je ne suis pas habilitée à faire ça et je ne veux pas prendre le risque de faire plus de mal que de bien. Je ne peux que offrir cet espace de discussion et proposer du coup de créer d'autres choses entre pairs, entre personnes qui se comprennent et qui veulent s'entraider. Voilà, moi je vais m'arrêter dans cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle aura pu faire son petit bonhomme de chemin pour les personnes qui en avaient besoin. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi. C'est pas pour rien que j'utilise cet outro depuis maintenant plusieurs années, c'est parce que vraiment je te souhaite de trouver un moyen de, à ta propre échelle, trouver ce qui te fait du bien et j'espère que ça va aller. Donc prends soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.